Les employés du réseau de la santé qui sont exposés plus que les autres. On apprend une éclosion de cas à l'hôpital de Verdun à Montréal. 35 patients sont atteints du virus ainsi que 2 médecins. 5 médecins ont été placés en retrait préventif. Les dirigeants de l'établissement assurent que des mesures additionnelles de protection du personnel et des usagers ont été mises en place. Donc, on suivra la situation pour vous. Il y a une éclosion à l'hôpital de Verdun. Il y a beaucoup... bon, évidemment, ils sont près des gens infectés. Ils les soignent. Il y a aussi beaucoup de médecins qui sont allés à l'étranger pendant la semaine de relâche. Vous voyez le premier ministre, donc François Legault, qui arrive à l'heure pour son point de presse avec la ministre, Mme Mécan, de la Santé, avec le docteur Arruda, pour faire le point sur le nombre de cas. On va joindre tout de suite après Sébastien. On a déjà les données. 5 518 cas au Québec, donc plus 900 par rapport à hier. Donc, c'est l'augmentation la plus importante. Et on nous dit qu'il y a 36 morts. Ça, c'est 3 de plus qu'hier. Nombre de cas, donc, évidemment, plus le nombre de cas est élevé, plus l'augmentation est appelée à être élevée parce que c'est une logique de pourcentage qui s'applique. Là, bonjour Sébastien. Alors oui, augmentation importante des cas, 5 518 au Québec. On va, Sébastien, écouter le premier ministre et on va prendre le temps ensuite d'analyser tout ça ensemble. Mesdames et messieurs, je vous laisse donc au bon soin du premier ministre du Québec. Bonjour tout le monde. Avant de passer au bilan de la journée, je veux revenir sur le respect des consignes. D'abord, je répète, comme je l'ai souvent dit, la grande majorité des Québécois respectent les consignes et puis je suis très fier des Québécois. Québécois m'impressionnent, mais il reste qu'il y a des personnes actuellement qui ne respectent pas les consignes. Il y a des personnes qui font des rassemblements à moins de 2 mètres, de groupes de personnes. Il y a des entreprises qui n'offrent pas des services ou des produits essentiels qui continuent de fonctionner. À un moment donné, il faut mettre toutes les chances sur notre côté pour réduire la propagation du virus. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai envoyé et j'envoie un message aux policiers de la Sûreté du Québec, aux policiers des grandes villes, là, comme la SPVM, d'être moins tolérants. Je pense qu'on ne peut pas, là, actuellement, accepter qu'il y ait des gens, une grande majorité, qui fassent des efforts, puis que ces efforts-là soient anéantis parce qu'il y a quelques personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. Donc, les policiers vont distribuer plus d'amendes. Puis je le répète, là, les amendes varient entre 1 000 et 6 000 $ par personne. Donc, moi, je pense, là, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. Donc, je demande aussi aux maires, mairesses des grandes villes, s'assurer que leurs policiers, là, que ça soit respecté. C'est sérieux. Il y a des vies qui sont en danger. Et si on continue d'avoir des rassemblements et des entreprises qui fonctionnent alors que ce n'est pas essentiel, bien, il va y avoir des vies, on va avoir des morts. Donc, c'est très, très, très sérieux. Et ces morts-là, ça peut être, on ne sait pas, là, en bout de ligne, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre frère, là. Donc, soyons plus solidaires que jamais. Soyons moins tolérants. Là. Il y a déjà des dénonciations. Je pense qu'il y en a eu 7 000 hier aux policiers. Bien, les gens qui voient là, que les consignes ne sont pas respectées, je pense qu'on est rendu là. Maintenant, le bilan de la journée, malheureusement, on a 3 nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 36. Je vais offrir
mes sincères condoléances aux familles, aux proches de ces 3 nouvelles victimes. On a maintenant 5 518 cas. C'est une augmentation de 907. On a 365 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 58. Et on a maintenant 96 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 14. Pardon. Donc, comme vous le voyez, le nombre de cas augmente, là, mais si on se compare, si on regarde les décès, parce qu'en bout de ligne, ça reste ça quand même qui est important et qui est l'objectif de limiter les décès. C'est certain qu'un décès, c'est un décès de trop, mais quand on regarde en pourcentage de la population, on a beaucoup moins de décès au Québec qu'aux États-Unis ou que dans tous les pays en Europe, là. Donc, il faut que ça reste comme ça, mais pour que ça reste comme ça, il faut que tout le monde suive les consignes. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que notre réseau de la santé, il est prêt. Je vous disais hier, on a des lits, beaucoup de lits, contrairement à d'autres États dans le monde. Puis, ce qui est important aussi, puis ça, on a fait un exercice complet, les fameux respirateurs, là, ceux qui appellent en anglais les ventilators, bien, on en a assez dans ce qui est prévu pour être le sommet. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui peuvent dire ça, là. Dans notre pointe, on a assez de respirateurs. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, pour ce qui est des équipements individuels, les masques, les gants, les blouses, on a reçu quelques commandes. C'est vrai que ça arrive un peu à la miette, mais on est toujours autour d'une semaine, donc 7 jours d'inventaire. Puis ça continue d'arriver dans les prochains jours. Ça se peut que des établissements qui disent « Moi, j'en ai pas pour 7 jours ». Ce qu'on essaie de faire à tous les jours, ça nous arrive de prendre des équipements qui sont dans un établissement qui en a plus que 7 jours, puis de l'envoyer dans l'autre établissement qui en a moins que 7 jours. Donc, soyons prudents, là. Je dis pas qu'il y en a pour 7 jours dans chaque établissement, mais au total, au Québec, on en a pour 7 jours. Bon, j'ai vu certains reportages. C'est vrai que ça joue dur dans certains pays. On les nommera pas, mais on joue, nous aussi, les règles du jeu. Ça veut dire que des fois, il faut arriver avec de l'argent comptant, il faut avoir des policiers, des gens qui suivent tout le transport. Mais inquiétez-vous pas, on fait tout ce qui est possible de faire pour que les commandes qu'on passe se rendent jusque dans nos hôpitaux ici au Québec. Mes remerciements du jour, tout le personnel de la santé, puis peut-être qu'on ne l'a pas dit souvent, mais je veux, entre autres, dire un mot sur le personnel qui travaille avec le docteur Arruda à la santé publique. On a des centaines de scientifiques. Je pense que ça, c'est un grand avantage qu'on a au Québec. On a des scientifiques qui, à chaque jour, nous font des recommandations. Moi, je veux leur dire un énorme merci parce qu'ils travaillent jour et nuit. Bon, évidemment aussi, il y a tout le personnel qui travaille avec le sens du devoir, avec humanisme auprès des malades. Je leur dis merci, mais je pense que ça prend un peu plus que des merci. Ça prend aussi des gestes concrets. Et cet après-midi, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et Danielle, la ministre de la Santé, vont annoncer une bonification salariale. On parle au total d'un montant quand même important, 287 millions de dollars, qui va venir bonifier le salaire de ceux qui sont en contact directement avec les malades. Puis, entre autres aussi, parce que je pense que c'est là qu'il y avait le plus de travail à faire, les préposés dans les résidences privées. Ça s'est beaucoup dit, là. Effectivement, ils ont un salaire très bas. On va augmenter leur salaire de 4 de l'heure. C'est important que les travailleurs des résidences dans le privé soient payés. Moi, je pense que quand on regarde toute cette bonification-là, là, je pense que
jamais vu un groupe qui mérite autant une augmentation de salaire que ce monde-là. Donc, ça sera annoncé cet après-midi de façon détaillée. Sinon, je finis avec mes 3 priorités. Plus que jamais, on ne sort pas, à moins que ça soit absolument nécessaire. Donc, on ne sort pas. Je ne veux pas qu'on vide les épiceries, mais si vous êtes capable d'aller moins souvent à l'épicerie, c'est une bonne idée. Et quand vous sortez, même à l'épicerie, même dans vos marches, toujours 2 mètres, puis pas de regroupement dans les parcs. Et quand vous revenez, vous vous lavez les mains comme il faut avec du savon. Donc, moi, je suis convaincu que si tout le monde, mais je dis bien là, absolument tout le monde respecte les consignes, on va sauver des centaines de vies au Québec. Puis, gardons les statistiques comme elles sont, c'est-à-dire, moi, je suis fier de voir qu'au Québec, on a beaucoup moins de décès par million d'habitants qu'aux États-Unis, qu'en Europe. Donc, il faut garder ça comme ça. Merci tout le monde. Maintenant, quelques mots en anglais. Yes. Today's numbers shows us Aujourd'hui, nous avons vu une augmentation importante de cas, mais notre système de soins de santé est prêt à affronter cela. Le plus important, c'est de suivre les consignes des autorités sanitaires. Si quelqu'un pense encore que ce n'est pas sérieux, c'est le temps de se réveiller. Les entreprises non essentielles doivent fermer leurs portes et les rassemblements doivent s'arrêter. Sinon, les policiers vont distribuer des amendes et forcer les gens à s'isoler. C'est une question de vie ou de mort. Oui, c'est de la vie et la mort qui est en jeu. Donc chacun doit continuer de suivre les 3 priorités. Ne sortez pas à moins que cela ne s'avère nécessaire. Si vous sortez, maintenez vos distances. Et finalement, quand vous rentrez à la maison, lavez-vous les mains. C'est assez simple, n'est-ce pas? Et si chacun suit ces règles, nous allons sauver des vies. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, pour la période des questions, nous allons débuter aujourd'hui avec Mathieu Dion de Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Legault. Quelle est la prochaine étape si les gens continuent de se rassembler, si les commerces continuent d'ouvrir? La prison, l'armée, c'est quoi la prochaine étape? Bien, on a tous les pouvoirs via la santé publique, effectivement, de donner des amendes, de confiner des gens, de s'assurer qu'ils restent dans leur maison. Donc, finalement, là, c'est la dernière chose que je veux, que je souhaite. Mais il va falloir être un peu plus ferme et s'assurer que les consignes soient signées, soient suivies. C'est sérieux, là, ce qui se passe, là. C'est pas le temps de dire, moi, je crois pas à ça, là. Oui, ça se transmet d'une personne à l'autre assez facilement, face à face, là, à moins de 2 mètres. Donc, faites attention. Vos propos d'hier sur les lieux d'hébergement pour aînés, votre ton a amené certaines personnes à se demander, coudonc, est-ce que vous êtes en contrôle de la situation dans ces lieux-là? Il y a des médecins en CHSLD qui nous disent même qu'on leur demande de limiter au minimum et à quelques rares exceptions les transferts vers les hôpitaux en raison de la crise pour éviter des souffrances inutiles notamment. En sommes-nous rendus à faire ce genre de choix? Bon. D'abord, c'est jamais bon de transférer des personnes, changer d'établissement, des personnes, entre autres, âgées, qui prennent des habitudes puis qui sont désemparées quand ils changent d'établissement. Ce qu'on essaie de faire, et puis je pense que Daniel envoie de plus en plus de directives, vous savez, dans les résidences, entre autres privées, il y a beaucoup de personnel temporaire, il y en avait beaucoup qui travaillaient dans plus qu'une résidence. Donc là, on essaie de les faire travailler seulement dans une résidence. On pense que d'augmenter le salaire de 4 de l'heure, en tout cas, on espère convaincre des personnes qui travaillaient à temps partiel de travailler à temps plein. On isole les zones chaudes. C'est important aussi de dire que dans toutes les résidences où il y a des cas, les résidents, leurs familles sont informés. Donc, mais il faut, même les résidences où il n'y a pas de cas, il faut faire comme s'il y en avait. Il ne faut pas qu'il y ait de visite, il faut faire attention. Puis c'est ça que tout le monde doit faire au Québec. On doit faire là, comme si on l'avait, le virus, puis que chaque personne qu'on rencontre avait le virus. Puis c'est encore plus important dans les résidences de personnes âgées.
Et ça va se développer davantage de donner des soins sur place. Dans le contexte actuel, c'est primordial dans les CHSLD, même au niveau des résidences privées qui ont un certain personnel, de donner des soins sur place quand c'est possible, le plus possible, pour ne pas transférer la personne à l'hôpital. Mais si c'est requis, oui, on va transférer la personne à l'hôpital. Mais il faut donner les soins le plus possible sur place. Merci. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda, on m'informe qu'il y a une première éducatrice de service de garde d'urgence dans une école de Montréal qui a testé positif à la COVID-19. Ce qu'on nous dit, c'est que le service de garde demeure ouvert malgré tout. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les procédures? Parce que ça inquiète évidemment les gens qui vont porter les enfants là-bas. Bien, écoutez, je ne connais pas ce cas-là en particulier, s'il vient d'arriver. Là, c'est l'équipe de Montréal qui va le faire. Chaque situation est évaluée comme telle. Chaque situation est évaluée en fonction de quand est-ce que la personne a été malade, qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les contacts étroits. Fait qu'il va y avoir une enquête spécifique sur ce cas-là, puis les mesures vont être prises. S'ils n'ont pas encore fermé, entre guillemets, la garderie, comme vous dites, c'est qu'ils sont en train d'enquêter puis de voir la situation. Mais c'est clair qu'on ne placera pas des enfants à risque d'une situation. Il est possible que ces enfants... Est-ce que il faut voir l'histoire. Est-ce que l'éducatrice l'attrapait ailleurs? Est-ce qu'elle l'a attrapé d'un des enfants qui est là, peu symptomatique? Mais c'est cette enquête-là qui va permettre de le voir. Mais les choses vont être prises en charge pour investiguer ce cas-là, voir qu'est-ce qu'on fait avec les contacts pour contenir la situation. Je vais sûrement avoir d'informations sur quoi de particulier, là, mais actuellement, je n'ai pas de détails, mais c'est la santé publique de Montréal va s'en occuper. Je vais juste vous dire, là, je pense qu'on a 3 ou 4 des garderies qui sont ouvertes au Québec. Là, donc, il n'y a pas de raison de prendre un risque. Là. S'il y en a une qui risque d'être infectée, on va la fermer pour en ouvrir une autre. Là. Question? On me dit, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu Doug Ford hier qui disait que la situation en Ontario est presque aussi sérieuse que celle de l'Italie et de l'Espagne. M. Ford a dit ça hier en conférence de presse. Est-ce que le fait que, de l'aveu même du premier ministre de l'Ontario, la situation soit très importante en Ontario, est-ce qu'on ne devrait pas prendre des mesures pour faire en sorte de limiter encore plus le voyagement entre l'Ontario et le Québec? Bon, d'abord, pour l'instant, les situations sont comparables entre le Québec et l'Ontario. Ils ne sont pas du tout comparables avec l'Italie. Là. Je peux vous dire que je lis ça attentivement, là, mais je vous donne juste 2 chiffres. Au Québec, on a 4 décès par million d'habitants. En Espagne et en Italie, ils sont à 200 décès par million d'habitants. On n'est pas dans la même... non, on n'est pas dans la même situation. Là. Et ce qu'il faut, c'est de s'assurer qu'on ne se rende pas là. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Puis, il y a des mesures qu'on a prises. Et comme je le disais tantôt, nos hôpitaux, contrairement à ce qui est arrivé en Italie, sont prêts. On a 6 000 lits disponibles. On a des respirateurs pour tout le monde. On n'est pas dans la même situation que l'Italie. Est-ce que, par contre, la vague risque éventuellement d'arriver, bien, il faut s'assurer qu'on soit prêt. Prochaine question, Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Oui, bonjour à vous trois. Excusez, je cherchais ma question dans mon document. Les États-Unis, ont commencé à tester tous les professionnels, ergothérapeutes, physiothérapeutes, etc., qui doivent se rendre dans plusieurs CHSLD en une journée. Il y a des employés ici aussi qui passent d'un CHSLD à l'autre. On en a parlé hier. Le CDC a aussi révélé qu'il y a des employés asymptomatiques qui peuvent être des vecteurs. Dans le contexte, est-ce que vous maintenez votre directive qui permet aux employés de retourner au travail après 7 jours? Puis est-ce que ce ne serait pas le temps d'envisager des tests ou même les tests rapides dont vous avez déjà parlé, Dr. Arruda? Moi, je vais dire un mot, puis je vais donner la parole à Dr. Arruda par la suite. Mais ce qu'on a dit, ce qu'on décide de faire là, actuellement, parce qu'on s'aperçoit là, qu'il faut faire un effort additionnel, c'est de réorganiser le travail. Quand vous dites, là, il y a des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui vont dans plusieurs résidences, on va essayer de concentrer dans une résidence le même personnel. Et on le fait maintenant. Là. On est en train de réorganiser le travail pour justement diminuer
le nombre de personnes qui sont en contact dans une résidence donnée. La situation que vous invoquez où on a demandé à des gens de revenir au travail après 7 jours, des gens qui sont asymptomatiques, c'est à la marge. C'est pas fréquent qu'on fait ça. Mais on fait ça dans des circonstances exceptionnelles où est-ce qu'on pourrait avoir un bris de service, qu'il n'y aurait pas de service du tout pour les personnes âgées. Et on met toutes les mesures de protection. Hein. Le masque, laver les mains, prendre la température 2 fois par jour. Alors ça, c'est très, très important. Et je redis, c'est exceptionnel qu'on le fait, mais on est obligé de le faire dans certaines circonstances. Pour les tests, je vais... Oui, écoutez, votre question est bonne, mais il faut aussi oublier, là, pas oublier, mais comprendre qu'on utilise le test là où on pense qu'il va avoir le maximum d'effet. On l'a maintenu au début pour les voyageurs parce que c'était là qu'on avait des problèmes. Et je peux vous dire qu'on a des taux de positivité de nos tests qui sont élevés. Ça veut dire que quand on teste les gens puis qu'on en trouve 10 de positifs ou 12, 13, ça va en augmentant, c'est qu'on est en train de tester la bonne catégorie. Si on teste des gens puis que le taux de positivité est à 1 ça veut dire que vous testez beaucoup de monde qui n'aura pas besoin d'avoir le test. Il y a toute une priorisation qui a changé. Les voyageurs, on ne les teste plus. Les gens qui sont des contacts de cas, on ne les teste plus. Les gens qui ont des symptômes pour lesquels on peut retarder le test puis qui restent à la maison, on ne les testera plus. On va ancrer notre énergie sur les patients et les personnes du personnel symptomatique. On va réévaluer. Quand on aura une recapacité de tests importante, on va peut-être faire même des tests aléatoires dans les populations dans certaines communautés. À Montréal, on va peut-être avoir une stratégie différente de celle qu'on a en Gaspésie parce que ce n'est pas la même épidémiologie. On est tout au fait de ça, puis quand on aura, parce que le test rapide qu'on dit, là, il n'est pas disponible demain matin, quand on aura cette capacité-là, là, on va les faire, les tests, puis on va même faire des études génomiques sur les virus, là, des cas qu'on a eus, pour comprendre de façon plus fine, probablement, comment se sont fait des choses. Fait que dans le fond, là, je peux vous dire, on fait toujours, en fin de compte, l'utilisation optimale du test pour les bonnes personnes au bon moment dans le temps. Ça va fluctuer dans le temps. Puis on tient compte de la capacité aussi qu'on a ici. Puis on ne peut pas dire que la capacité du Québec est mauvaise. On était en bas, on est monté quasiment au 4e au niveau mondial. Puis là, il faut quand même toujours tester adéquatement avec la capacité qu'on a. Puis quand on aura plus de tests, ça va être tester. Puis il y a des moments donnés aussi, certaines catégories qu'on testait, dont on n'a plus besoin de tester parce qu'on a fait notre diagnostic dans ce secteur-là, puis notre traitement est bon pour ce secteur-là, mais il faut peut-être aller chercher d'autres endroits. Monsieur le Premier ministre, quelles sont précisément les commandes de matériel que vous attendez? Vous attendez quoi? Vous l'attendez quand? Vous en attendez dans quelle quantité? Bon, écoutez, on ne donnera pas le détail des commandes. Il y en a plusieurs. Il y en a qui sont en discussion. Il y en a qui passent par Ottawa. Donc, il y a plusieurs commandes qui sont attendues à chaque jour. Et on continue de travailler à essayer d'augmenter certaines des commandes. Donc, et puis on travaille, comme je l'ai dit aussi, avec des entreprises québécoises qui vont être capables éventuellement de fabriquer ici au Québec beaucoup de matériel. Bon, parfois, c'est pas tout à fait le même matériel, mais bon, si on prend par exemple les blues, là, on va réussir quand même à faire ce qu'on a besoin de faire.